Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Comme je vous l'avais promis samedi dernier, je reviens sur le dossier haïtien, entièrement. Parce que récemment a été installé le conseil présidentiel qui a été décidé par le CARICOM. Je vous ai dit la semaine dernière que selon la Constitution d'Haïti, le CARICOM n'a aucun pouvoir pour faire une telle démarche. Et je tiens à vous signaler, à vous rappeler que le Parlement français a décidé d'introduire la loi sur l'avortement au niveau de la Constitution de France. Il a fallu donc que l'État français réunisse le Parlement pour que le Parlement prenne cette décision. Assemblée nationale, Sénat. Ensuite, il a fallu que le président de la République convoque tout le monde en congrès pour décider de faire entrer l'IVG dans la Constitution. Donc la Constitution française, pour cela, a été respectée. Haïti est un État indépendant, membre de l'ONU, qui a une Constitution qui a été réformée depuis le 29 mars 1987. La précédente Constitution, qui remontait à l'époque de Dessalines, disait entre autres, tout individu né en Haïti, l'article 14 de cette constitution de Dessalines de l'époque disait « Tout individu né en Haïti et qui a pour père spirituel prend l'appellation génétique de nègre, de noir, de nègre, carrément. » Vous avez bien entendu? Ce qui veut dire que quelle que soit la personne, de quelque origine, quelle race fut-elle qui naît en Haïti est un nègre. Évidemment, cette constitution était dure pour certains. Mais quand Dessalines est arrivé au pouvoir, il a mis quand même certaines choses en place. Comme il a gagné la guerre contre la France, il est évident qu'il fallait reconstruire l'économie de ce pays. Et Dessalines a pris des dispositions pour reconstruire le pays. Dessalines, après sa mort, a été remplacé par Michel, le président Michel. Et c'est le président Michel qui a accepté de payer une dette, une rançon en quelque sorte, pour la France, payer à la France 150 millions or, qui représentait à l'époque près de 3 fois le budget du pays, pour rembourser en quelque sorte les colons qui avaient perdu leur terre en Haïti. Mais Haïti a une constitution, comme je vous ai dit. La seule agence de presse en France qui donne cette information, c'est France Info. France Info, avec l'une de ses branches, France 24, répète toujours les mêmes choses. Que 80% de Port-au-Prince est occupé par les gangs, mais ne dit pas comment ça se passe ailleurs. Mais depuis 5 mois, on dit la même chose. Et hier, on a fait passer un message que l'ONU a publié, que plus de 100 000 personnes ont quitté Port-au-Prince pour partir ailleurs. Quand on dit partir ailleurs, ça veut dire partir en province, mais ça, le ailleurs veut dire aussi partir à l'étranger, clandestinement. Peut-être même chez nous, en Guadeloupe. Là n'est pas la question. La question que nous devons tenir essentielle, c'est ce que dit la Constitution à propos du remplacement du président de la République. Je vous l'ai lu une partie la semaine dernière,
Mais je vais vous lire le texte intégralement et vous comprendrez pourquoi la décision du CARICOM n'a aucune incidence réelle et légale sur l'État haïtien. Alors, quoi dit cet article? L'article 149 de la Constitution. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut, le vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté est investi provisoirement de l'Assemblée nationale, provisoirement de la fonction de président de la République par l'Assemblée nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un nouveau mandat de 5 ans a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance conformément à la Constitution et à la loi électorale. L'article 149.1 dit aussi, ce président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle. Et l'article 150 dit, le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux qu'on lui confère, qu'on lui attribue la Constitution. Donc c'est clair. Ce qui veut dire en clair, il n'y a que ce que dit la Constitution d'Haïti qui doit être mis en œuvre pour le remplacement du président décédé. Il se trouve que, c'est un rappel que je vous fais, le président Jovenel a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à son domicile, non pas au palais, mais à son domicile, ce qui représentait quand même une résidence présidentielle. Et par qui a-t-il été assassiné? Dans un complot très structuré. Tout a débuté réellement par un assassinat collectif qui avait lieu à La Saline. La Saline, c'est dans le quartier de Cité-Soleil. Et on a déclaré que c'est le président Jovenel qui en était l'instigateur. Retenez bien ce que je vous dis. Un juge a lancé un mandat d'arrêt contre le président de la République. Un juge, c'est-à-dire que si nous prenons le cas de la France, un juge aurait estimé que le président Macron aurait commis un assassinat et aurait décidé de lancer un mandat d'arrêt contre lui. C'est ça la réalité. Que s'est-il passé? Comme les responsables ne voulaient pas aller interpeller le président Moïse, un complot a été instigé. Mais par qui? Par des gens qui ont de l'argent, qu'on appelle généralement en Haïti les oligarques. Et une entreprise américaine, la CTU, a été contactée pour monter un commando constitué de Colombiens, de militaires colombiens, pour aller arrêter le président en vue de l'emmener au palais pour qu'il présente sa démission et pour qu'il soit remplacé immédiatement par un candidat fantoche à sa place. Les choses se sont mal passées. Au lieu de capturer le président pour l'amener au palais, il a été assassiné et son épouse a été gravement blessée. C'est là que tout a démarré. Donc l'insécurité qui règne actuellement en Haïti provient de cet assassinat-là. On met tout sur le dos des gangs,
Certes, les gangs ont leurs responsabilités, mais les gangs ont été financés par qui? Quand vous allez acheter un fusil d'assaut aux États-Unis d'Amérique, il faut avoir de l'argent pour mettre sur la table. Or, tous les gangs possèdent des fusils d'assaut, des mitrailleuses Galil qui sont importées d'Israël. Comment peuvent-ils faire ça s'ils n'ont pas les moyens financiers qui leur sont fournis par des gens qui les financent? Donc, l'insécurité a commencé exactement le 6, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Je vous ai dit qu'Haïti est un pays, un État membre de l'ONU. Depuis cet événement-là, qu'a fait la communauté internationale pour rétablir l'ordre? Nous parlons de juillet 2021. Nous sommes actuellement en avril 2024, 3 ans après. Aucun jugement n'est intervenu pour sanctionner les auteurs de ce crime. Et on veut, toujours dans l'espoir de faire rétablir l'ordre, monter une équipe venue du Kenya, de policiers du Kenya, pour venir mettre de l'ordre en Haïti. Je parle de policiers, je ne parle pas d'armée, je parle de policiers. Mais là, Haïti a une police qui a du matériel, qui a même des chars d'assaut, et rien ne se fait. Comment voulez-vous que même si 1000 Kenyans policiers viennent en Haïti et que l'ordre régnera en Haïti? Jamais. Alors ce que nous devons constater, c'est que les informations qui sont données par France Info et France 24 ne sont jamais reprises par les autres grandes chaînes en France. Vous n'avez jamais entendu LCI parler de ça. Vous n'avez jamais entendu parler BFM TV parler de ça. Vous n'avez jamais entendu CNews parler de ça. Aucune grande chaîne nationale ne reprenne les informations fournies par France Info et France 24. Quand les événements se sont produits au Niger, toutes les chaînes en ont parlé. Depuis qu'il y a eu ce drame en Israël en octobre dernier, toutes les chaînes en parlent, matin, midi et soir. Mais ce qui concerne Haïti, c'est seulement France 24 qui distille les informations qui lui sont fournies par qui? Par l'ambassade de France en Haïti. C'est l'ambassade de France en Haïti qui fournit les informations à France Info et France 24. Mais si vous voulez réellement connaître ce qui se passe, allez sur CNN et vous verrez que les informations qui sont fournies par CNN sont d'une autre nature que celles fournies par France Info. Je suis français, je suis guadeloupéen, comme je vous l'ai dit, né à Pointe-à-Pitre. Donc, à l'époque coloniale, je suis né en 1942. Je suis français. Je suis, à part les statuts de la Guadeloupe, département région de France, dans le cadre de l'Europe, nous sommes un territoire européen ultra-périphérique. Comme les autres pays ont des colonies ultra-périphériques. Nous sommes théoriquement un département, mais nous n'avons aucun pouvoir de décision localement. Et quand en 1946, la colonie de Guadeloupe est devenue département de France, il y a des députés qui se sont opposés à ce que nous soyons dans la pure assimilation, notamment M. Paul Valentino, qui était député et maire de Pointe-à-Pitre.
il l'a dit, il l'a redit, il a crié en disant que nous ne pouvons pas fonctionner en Guadeloupe comme fonctionnent les départements de France et que les collectivités locales, notamment le Conseil général qui existait déjà, et les communes, devaient avoir plus de liberté pour gérer localement ce qui était de bon pour ces pays. Parce qu'il n'y a pas seulement la Guadeloupe qui est devenue département de France le 19 mars 1946, il y a la Martinique, il y a la Réunion et il y a également la Guyane qui sont devenus tous des départements de France. Alors, pour revenir à Haïti, vous savez qu'il y a beaucoup de Haïtiens qui arrivent ici clandestinement. Et ça a été même une raison qui a voulu qu'on a tenté de fermer Canal 10. Rappelez-vous que Ibo Simon, qui était l'animateur principal de l'époque, en 1988, avait lancé des accusations, notamment sur les entrées clandestines qui se faisaient à partir de Trois-Rivières. Il disait, en quelque sorte, qu'il sait exactement où les clandestins arrivent et qu'il n'y a pas de raison que lui le sache et que les autorités de gendarmerie, de police ne le savent pas. Il en a parlé plusieurs fois sur la télévision Canal 10, dans le coin là, au fond. C'était là son bureau. Et dans ses propos, parce qu'il faut savoir qu'Ibo Simon n'était pas un intellectuel, dans ses propos terre à terre, disons, il aurait mis en cause la communauté haïtienne, alors qu'il défendait la communauté haïtienne ailleurs. Mais comme il parlait précisément de l'entrée clandestine des Haïtiens, on a considéré que ce propos était raciste. Et tout ce que la France a comme organisation antiraciste ont porté plainte contre Canal 10. Il y a eu un procès et je me suis rendu personnellement à la demande de Michel Rodriguez au CSA pour trouver une solution pour éviter la fermeture de Canal 10. Il y a eu le procès qui est passé au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, défendu par Maître Rode et quelques autres avocats. Ibo Simon a été condamné et par le fait que Ibo Simon était salarié de Canal 10 et que ça se passait sur les antennes de Canal 10 aussi a eu à payer une amende. Mais c'est fini, Canal 10 fonctionne en toute légalité, tous les animateurs, moi-même par exemple, nous faisons attention à ce que nous disons pour ne pas froisser les gens. Et Ibo Simon, comme je vous dis, n'était pas un intellectuel. Alors, il y a des Haïtiens qui arrivent, et qui arrivent clandestinement. Et le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile dit que vous avez un délai maximum de 2 mois pour présenter votre demande de régularisation. Vous présentez votre demande de régularisation en fournissant les pièces adéquates. Si votre dossier est complet, on vous délivre un récépissé. En attendant qu'on approfondisse davantage l'examen de votre dossier. Ce récépissé qui vaut titre de séjour provisoire vous permet de circuler, de faire ce que vous avez à faire, voire même d'avoir une activité professionnelle, parce que le récépissé peut l'indiquer, autorise le travail. Mais si au bout de l'examen complet du dossier, on constate que vous ne méritez pas d'avoir le titre de séjour, on vous fait un arrêté avec OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Généralement, on vous donne un délai de 1 mois pour le faire, mais dans le même dossier, on vous dit aussi que vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de 2 mois. Ce qui me paraît incompatible. On ne peut pas vous dire de quitter la Guadeloupe dans 1 mois et vous permettre de faire une demande au tribunal administratif, un recours au tribunal administratif dans 2 mois. Bien. En fait, c'est une incompatibilité
qui a certainement une raison que j'ignore. Le dossier arrive au tribunal administratif et on l'examine, parce que c'est le texte, l'arrêté qu'on examine, ce n'est pas votre dossier réel qu'on examine, on examine le texte. Est-ce que le préfet était habilité en fonction du code de l'entrée et du séjour des étrangers à vous expulser? Si l'expulsion a été faite conformément à la loi, qu'il n'y a pas d'abus de droit, de pouvoir, donc le tribunal administratif rejette votre demande, votre recours, et vous laisse la possibilité de saisir le tribunal administratif d'appel de Bordeaux qui devrait réexaminer le dossier. Mais en réexaminant le dossier, le tribunal administratif, la Cour administrative de Bordeaux examine le jugement rendu par par le tribunal administratif de Basse-Terre. C'est le jugement que la Cour administrative d'appel de Bordeaux examine et vérifie si dans le cadre du Code de l'entrée et des séjours des étrangers et des droits d'asile, le tribunal administratif de Basse-Terre a respecté les dispositions prises dans ce code. Et si, à leur avis, il y a eu une petite erreur ou une grosse erreur du tribunal administratif de Basse-Terre, la Cour administrative d'appel de Bordeaux annule la décision de Basse-Terre. Et c'est ce qui est arrivé à un jeune Haïtien qui avait fait une demande d'asile, c'est pas moi qui fais la demande d'asile, je vous le dis tout de suite, auprès d'un, je suppose, un avocat, et la demande d'asile avait été rejetée. Quand la demande d'asile est rejetée, vous avez la possibilité de saisir le tribunal, la Cour nationale du droit d'asile à Paris. Enfin, quand on dit Paris, c'est dans les environs de Paris. Et la Cour nationale du droit d'asile réexamine votre demande d'asile. Et si la Cour constate que tout a été fait dans les normes, on rejette votre recours. Et quand le recours est rejeté, automatiquement la Cour adresse un courrier de jugement, à vous-même et également au préfet et au ministre de l'Intérieur. Et à ce moment-là, une disposition est prise pour vous faire quitter la Guadeloupe. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Quand il a reçu sa demande, son refus du tribunal administratif, quelqu'un lui a demandé d'aller me voir. Pour aller me voir, c'est parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un expert international et je suis accrédité auprès des Nations Unies, notamment auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Et à ce titre-là, je suis appelé à donner des conseils. Alors, je vois ce jeune homme, je lui dis, effectivement, vous êtes arrivé clandestinement, vous avez vécu en Guadeloupe, vous êtes marié, depuis peu, votre épouse a un enfant, et que normalement, vous pourriez faire une demande de titre de séjour, non pas au titre de l'asile, mais une demande de séjour vie privée et familiale. Alors, le jugement de la Cour administrative d'appel de Bordeaux tombe. La partie asile indique très clairement que le tribunal administratif de Basse-Terre a respecté la loi. Cependant, le fait que la situation est insurrectionnelle actuellement en Haïti, il n'est pas possible d'expulser un Haïtien vers Haïti, à moins qu'il ait un pays d'accueil autre que Haïti. Pour le jeune homme en question, ce n'était pas possible. Donc, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a fait état de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui indique qu'on ne peut pas expulser quelqu'un vers un pays en insurrection. Par exemple, si actuellement il y avait un Palestinien qui vivait en Guadeloupe, et dans une situation irrégulière, on n'aurait pas pu le faire partir en Palestine, parce que le pays est en guerre.
Tout comme s'il s'agit d'un Ukrainien, on ne peut pas le faire repartir en Ukraine alors que l'Ukraine est en guerre. Donc c'était valable également pour Haïti. Alors, comme j'avais dit au jeune homme, qu'il y a une résolution de l'ONU qui date du 30 septembre 2021 et qui dit ceci. L'ONU lance un cri d'alerte pour la protection des Haïtiens menacés d'expulsion et cette résolution a été adressée aux 93 membres de l'ONU. L'ONU est constituée de 93 membres, 93 États et le Conseil de sécurité est constitué de 5 États, dont la France. Donc cette demande de l'ONU aurait dû être exécutée, mais ce n'était pas le cas. Donc j'ai demandé à l'avocat de Bordeaux de lui envoyer copie de la résolution de l'ONU et c'est à partir de cette résolution de l'ONU qu'il a fait valoir qu'on ne peut pas expulser ce jeune homme en Haïti. Et par conséquent, le tribunal, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a pris un jugement interdisant son expulsion vers Haïti. Mais vous savez que quand il y a un jugement qui se prononce sur un fait réel, et que chaque fois que ce tel fait se présente au tribunal, on est tenu de respecter la décision qui a été prise et qui représente ce qu'on appelle un droit particulier. Alors, ce qui veut dire deux choses. Que les tribunaux de France, quels qu'ils soient, ne peuvent plus expulser un Haïtien en Haïti à cause de cette décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Mais cela va plus loin. Comme dans le jugement, il est indiqué que conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que ce jeune homme ne peut être expulsé, cela veut dire que dans n'importe quel pays d'Europe actuellement où il y a des Haïtiens en situation irrégulière, ils ne peuvent plus être expulsés à partir du pays en question vers Haïti. C'est une affaire considérable. Je suis appelé par justement des avocats de Bordeaux à venir m'exprimer dans une réunion qu'ils vont convoquer pour savoir, à partir de ce que je sais sur Haïti, de leur donner les informations précises, parce que ce n'est pas dans la presse de France Info ou de France 24 qu'on va recueillir les informations. Il y a des télévisions privées en Haïti, il y en a beaucoup, qui donnent des informations. Et à partir de ça, j'ai déjà recueilli plein de choses, indépendamment de ce que j'obtiens directement auprès des services de l'ONU. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, nous devons nous rappeler que Haïti est devenu indépendant depuis 1804. C'est le premier État esclavagiste qui a pris sa liberté par les armes. C'est un point d'honneur. Quand on parle de Dessalines et de Toussaint Louverture, c'est comme si on parlait de Dieu le Père lui-même. Et l'indépendance d'Haïti est intervenue en tout premier lieu. C'est le premier État à prendre son indépendance de cette manière et à abolir l'esclavage. Est-ce que, comme je vous ai dit, que le complot a été ourdi à partir d'une organisation en provenance d'une entreprise américaine? On ne peut pas me faire croire que l'Amérique n'était pas au courant. Quand vous faites un commando de 20 Colombiens armés jusqu'aux dents pour partir venir en Haïti, la CIA et autres organismes de renseignement des États-Unis ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Tout comme on ne peut pas me faire croire non plus que l'ambassade de France n'était pas au courant, parce que l'ambassade de France est située à un endroit où tout le monde passe, à la rue Capois,
c'est le Champ de Mars, c'est là où il y a des rencontres, des réunions, des défilés, des protestations, tout se fait là. Donc on ne peut pas me dire que l'ambassade de France n'était pas au courant qu'il y avait quelque chose qui se propageait et qui allait se faire quelque chose contre le président Jovenel. Et je vous l'ai déjà dit, le président Jovenel voulait mettre de l'ordre dans l'économie d'Haïti. Et l'un des protagonistes, qui est dans tous les journaux, un fils Vorbe, percevait chaque mois 12 millions de dollars pour fournir de l'électricité. Or, l'électricité ne durait que 2 heures. Pour 2 heures d'électricité par mois, vous percevez 12 millions de dollars et que le contrat en question devait durer 15 ans. Le président Moïse, ayant découvert cette anomalie, a voulu mettre de l'ordre. Et au bout d'un certain temps, il a cassé le contrat. Vous imaginez bien, quand on vous casse un contrat de 12 millions de dollars par mois, vous n'êtes pas heureux. Je ne porte aucune accusation sur qui que ce soit, mais je dis que vous ne pouvez pas être heureux. En tout état de cause, les choses avancent. Et voilà que depuis le 11 avril, l'Europe a fait voter le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Nous sommes en Europe ici. Donc ce qui est dans ce pacte-là nous concerne. Alors bien entendu, je me tiens à la disposition de tous ceux qui veulent en savoir davantage pour leur fournir les éléments principaux. Et d'ici là, mesdames, messieurs, je vous souhaite donc de passer un bon week-end. Le soleil brille. Et comme nous avons la mer et les rivières qui nous tendent les bras, à vous de voir. Bon week-end à vous tous. Et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. À samedi prochain.